Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. Troisième volet ce mercredi de notre semaine spéciale radio communautaire avec un dossier consacré au rôle de celle-ci dans le processus de décentralisation au Bénin. Au sommaire également, polémique autour du procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Des chambres africaines divise l'opinion publique. Et puis au Togo, l'UFC, l'Union des forces du changement de Gilles Chris Olympio, appelle à un dialogue entre les différents acteurs politiques. Avec nous sur ce plateau pour en parler, deux invités, M. Serge Dosso-Yovo, bonsoir. Bonsoir Graziella, toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir aux téléspectateurs d'Africa 24. Alors je rappelle que vous êtes consultant en politique de développement. Avec nous également M. Ezi Pierre Dognon, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes écrivain, auteur du livre « Désolé madame, j'épouse mon portable ». Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Sans oublier notre éditorialiste Jean-François Akongé-Kambé. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Graziella, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Le 27 avril 2017, les chambres africaines extraordinaires ont confirmé en appel la condamnation à la prison à vie de l'ancien président tchadien Hissène Habré pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de torture. Mais depuis, la polémique enfle. Certains remettent en cause la légitimité de la Cour. On fait le point tout de suite avec Deogracias Podo. On en parle juste après. C'est l'épilogue d'une procédure présentée comme le symbole de la ténacité des victimes et de leurs partenaires de la société civile. C'est la première fois qu'un tribunal extraordinaire africain juge un ancien chef d'État du continent pour des violations des droits humains. Un sujet qui justement divise l'opinion publique. Certains remettent en cause la légitimité des chambres africaines qui ont mené la procédure judiciaire. Si on regarde par le haut cette affaire, on va se rendre compte qu'effectivement, il y avait tout l'arsenal juridique qui était là, était présent. Par contre, il y a des qui donnent le sentiment que c'est un processus fondamentalement et foncièrement africain. Par contre, si on regarde les dynamiques en dessous, donc les gens derrière l'association des victimes, on va se rendre compte qu'il y a des Occidentaux, c'est transnational, ce n'est pas fondamentalement africain. Aujourd'hui âgé de 74 ans, l'ancien président tchadien Hissène Habré devrait purger sa peine au Sénégal ou dans un autre pays membre de l'Union africaine. Ce verdict final prononcé par les chambres africaines extraordinaires est pour certains une décision historique. Il devrait servir d'exemple pour d'autres dirigeants du continent. Ce procès a également révélé l'importance de la compétence universelle, un principe qui permet à des tribunaux nationaux de juger des crimes les plus graves, même lorsqu'ils ont été commis à l'étranger, par un étranger et contre des victimes étrangères. Mon sentiment personnel, sans fausse modestie, l'Afrique a atteint son objectif qui était de faire ce procès, prouver à la face du monde qu'elle était capable de juger ses propres enfants. C'était pas évident au départ, entre les doutes qui ont été émis et les colibés que nous avons enregistrés de la part des contempteurs de l'Afrique. Vraiment, l'objectif est atteint et bien atteint. Les organisations de défense des droits de l'homme saluent aujourd'hui la tenue d'un procès exemplaire, mais appellent vivement les juges à définir au plus tôt des procédures permettant l'examen des demandes de réparation de toutes les victimes. Alors, Monsieur Dosso, certains remettent en cause la légitimité des chambres africaines. On a entendu dans un intervenant parler de faux témoins, etc. Est-ce que vous pensez que ces accusations sont fondées ? Non, mon avis personnel, mais ça n'engage que moi, effectivement. Je crois que c'est un peu tard pour condamner les chambres, puisque le procès a déjà eu lieu. C'est avant qu'il fallait se mobiliser, si on était contre. Mais on ne peut pas non plus parler d'intégration, qu'elle soit sous-régionale ou continentale, sans penser à des outils transnationaux. Surtout que dans nos pays, nous savons que lorsqu'il y a des actions comme celles qui sont reprochées au président Hissène Habré, si elles doivent être jugées nécessairement dans leur pays, il y a la question de la passion, il y a la question des régionalités, et donc on n'est pas sûr de la sécurité de celui qui est inculpé et de l'impartialité de tous ceux qui sont impliqués dans le règlement de ces questions. Donc moi je pense que de toute façon, puisque le procès a déjà eu lieu et qu'un verdict est tombé, il faut s'y tenir.
Alors, Jean-François, beaucoup auraient voulu que ce procès se déroule au Tchad, mais finalement, qu'est-ce que ça aurait changé concrètement ? Alors, beaucoup auraient souhaité que le procès se déroule au Tchad, mais c'est tout à fait nouveau, parce que au début de la procédure, on sait très bien que d'une part, le gouvernement tchadien ne souhaitait pas que ce procès se déroule au Tchad, pour des raisons d'ailleurs de sérénité que l'on peut comprendre, et un certain nombre, y compris les organisations de la société civile qui représentaient les victimes, les organisations de victimes, ne souhaitaient pas que ça se déroule au Tchad, parce qu'il y a un contexte qui ne permettait pas, selon eux, que ce procès puisse aller jusqu'à son terme et qu'une condamnation, puisqu'ils espéraient la condamnation, puisse être prononcée. Maintenant, ce sont des arguments de dernière minute, mais qui ne trompent pas, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, sur les arguments de circonstance. Moi, j'observe simplement qu'il y a un débat qui est un débat fondamental aujourd'hui pour l'Afrique, qui est celui de la justice pénale internationale. Les États africains souhaitent sortir de la Cour pénale internationale, et j'ai toujours dit ici que cette requête, en tout cas cette revendication est légitime, cette volonté est légitime, à la condition que l'Afrique soit capable de construire un système de justice pénale propre. Et les chambres africaines extraordinaires étaient une sorte de première marche vers cette justice africaine propre. Or, on voit bien ce que l'on craignait, ce que je craignais aussi, c'était que les Africains, en tout cas les chefs d'État africains, ne demandent une justice africaine que pour pouvoir s'en jouer ou s'en déjouer. Et nous avons des arguments qui sortent. Pour moi, tout cela n'a pas de sens. La seule considération qui importe est de savoir s'il y a eu victime ou non. Je crois que les personnes qui se sont présentées devant ce tribunal n'étaient pas venues là pour s'amuser ou pour raconter des bobards. Ce sont des personnes qui ont souffert ou des membres de leur famille ont souffert. Et à partir du moment où il y a crime objectivement, je ne vois pas comment on peut essayer par des arguments spécieux de dénier la compétence ou la légitimité d'un tribunal. C'est un épiphénomène et j'espère que ça n'en restera que là. Alors, Monsieur Dognon, qu'est-ce que vous avez retenu de ce procès? Qu'est-ce que l'Afrique peut tirer comme leçon de ce procès? Déjà, il faut dire que nous sommes dans un contexte mondial où l'Afrique a besoin de s'affirmer sur le plan international. Et également, l'Afrique a besoin de montrer son autonomie sur le plan judiciaire. C'est une première historique et c'est vraiment à saluer. Et cela est à l'actif de la justice africaine, ce qui montre en fait que nous pouvons nous-mêmes prendre des initiatives et faire un certain nombre de choses. Ceux-là qui aujourd'hui sont en train de déplorer des choses, comme l'a dit M. Seydou Souleymane tout à l'heure, c'était des préalables qu'il fallait en fait dénoncer, ce qui n'a pas été fait. Donc ce n'est pas maintenant que la justice est en train de faire son travail et bien qu'il faut se mettre à dénoncer des choses. Là où peut-être ils ont raison, et c'est peut-être là le nœud du sujet, c'est le volte-face qu'a fait le président Idriss Déby et de refuser en fait d'escrader, de regarder de l'armée et pour être jugé au même titre que le président Habré. Ce qui montre en fait une crainte, parce que si on remonte à l'histoire, on sait qu'au moment où le président Habré était au pouvoir, le président Idriss Déby aussi était concerné et il faisait partie d'ailleurs des hauts et gradés en quelque sorte en matière de commandement de l'armée. Donc ce qui montre en fait qu'il y a une crainte personnelle et on se demande est-ce qu'en temps il n'y a pas une justice à double manteau. Jean-François. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a eu un vice. Il y a un vice dans l'existence des chambres extraordinaires parce que ces chambres extraordinaires ont été créées pour juger une personne. Or, cette personne a été chef d'État pendant un temps. Avant d'être chef d'État, était rebelle. Et dans les deux cas, ce sont des systèmes qu'il a mis en place qui ont fonctionné, avec des lieutenants, avec des conseillers, avec des hommes de main, etc. Et lorsque le procureur est allé notamment au Tchad, j'imagine que le procureur auprès des chambres extraordinaires a recueilli un certain nombre de témoignages, pas seulement sur Hissène Habré. Hissène Habré est le principal de la chaîne de commandement, il reste tout le reste, mais ça n'enlève pas le fait que ce début-là, ces balbutiements de la justice pénale, c'est un premier pas important, même si les autres n'ont pas pu être poursuivis, c'est un premier pas qu'il faut garder pour pouvoir avancer un deuxième, un troisième pas. Alors, très rapidement, Jean-François, la question des réparations reste très importante, mais pour l'instant, on a l'impression que c'est là, finalement, le point faible de nos juridictions. Oui, c'est le point faible, en principe, de toutes les juridictions pénales, parce
parce que le principe de poursuite pénale, c'est de sanctionner la personne qui a commis le crime ou qui a commis le délit. Ce n'est pas de réparer les victimes. Nous avons besoin, notamment puisque on veut réfléchir à un système africain, la satisfaction des victimes vient d'abord du fait que leur bourreau peut être condamné, mais elle vient aussi de la réparation de tous les torts qui ont pu leur être causés. Nous avons à inventer un système de réparation qui accompagne la justice pénale et qui accompagne le châtiment légitime qui est infligé à ces personnes. Merci Jean-François. Allez-y, très rapidement. Je veux juste rajouter un point rapidement, c'est dire on ne peut pas vouloir aller au paradis sans mourir. Il faut accepter que les premières étapes soient non parfaites, imparfaites, et accepter donc qu'il y ait des soubresauts et concevoir la suite. Merci. Dans l'actualité également, le 26 mai 2010, l'ancien parti au pouvoir au Togo, le Rassemblement du peuple togolais et celui de l'opposition, l'Union des forces du changement, signaient un accord censé permettre d'opérer des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais près de 7 ans après, cette promesse peine toujours à se concrétiser. Mais l'UFC rassure, le processus est en cours. Explication avec Deogracias Podo. Le président national de l'UFC, Union des forces du changement au Togo, Gilles Christ Olympio, prône le dialogue entre les différents acteurs politiques pour améliorer la démocratie dans le pays. À l'heure du bilan de ces 40 années de lutte politique, il estime qu'aujourd'hui l'opposition togolaise doit être constructive. Pour lui, le combat politique ne doit plus s'exprimer dans la rue. Nous devons apprendre à négocier, approcher nos adversaires et confronter nos points de vue, les rassurer du mieux possible. Il en sort toujours quelque chose. L'opposition doit être constructive. Il ne faut pas critiquer pour critiquer, ni avoir recours à la violence. Cela ne marche pas. Beaucoup sont persuadés que seule la manière forte peut changer les choses. L'ancien leader de l'opposition togolaise en appelle donc à l'unité de tous les acteurs engagés dans la lutte pour la démocratie et l'alternance politique. Il estime qu'il serait préférable d'instaurer des primaires pour que les différentes formations confrontent leurs idées et manifestent d'un commun accord pour la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Une réaction qui n'est pas partagée par le chef de file de l'opposition. Monsieur Olympio tente de discréditer l'opposition togolaise. Moi, je ne dis pas que l'opposition togolaise est irréprochable, mais toutes les griefs de Monsieur Olympio contre l'opposition sont irrecevables. Il n'a plus rien à voir avec l'opposition. Ça fait 7 ans qu'il a signé un accord. Alors, il doit assumer ses décisions et il doit collaborer avec le parti au pouvoir et nous laisser tranquillement faire ce que nous pensons bien dans l'intérêt des populations togolaises, dans l'intérêt du combat que nous menons pour l'alternance, l'état de droit et la démocratie au Togo. Selon les autorités togolaises, des élections locales devraient normalement avoir lieu avant la fin du premier semestre 2018. Une nouvelle opportunité pour l'Union des forces du changement et ses pairs de l'opposition de regagner la confiance des électeurs et se positionner davantage pour la présidentielle en 2020. Alors, Monsieur Dossou Yevo, il y a 7 ans, l'UFC a signé un accord avec le Rassemblement du peuple togolais. Quel est aujourd'hui le véritable positionnement finalement de ce parti? Est-ce qu'on peut toujours parler d'un parti d'opposition? Ou s'agit-il finalement d'une opposition modérée? C'est le mot que j'allais utiliser. Je crois que c'est une opposition modérée. En même temps, il faut remonter un peu en histoire. C'est que Gilles Christ Olympio, le fils du Sylvanus Olympio, qui a été donc le président de la République, remplacé par le général Yadema à l'époque. Et donc, de ce fait, historiquement, c'est le plus ancien des opposants. Il a peut-être un peu plus d'expérience, sans vouloir discréditer le travail de l'opposition actuelle, qui est l'opposition forte face au pouvoir du président Faure Gnassingbé. Et fort de son expérience, peut-être estime qu'aujourd'hui, l'opposition doit s'exprimer autrement, ce qui n'est pas le cas de Jean-Pierre Fabre, qui mène l'axe dur de l'opposition. Le problème, c'est qu'on ne voit pas très bien quel est le processus que suit l'alliance, on va dire, entre le pouvoir et la branche conduite par M. Olympio, et que l'opposition togolaise, dans son ensemble, n'arrive pas à trouver une ligne de conduite commune. Il y en a qui pensent qu'il faut chasser le président Faure Gnassingbé et tout le système qui provient de Yadema Père. Et donc aujourd'hui, je crois que ces deux axes de l'opposition togolaise, qui ne sont pas du tout sur les mêmes objectifs, ni les mêmes moyens. Donc à partir de ce moment-là,
Je pense que M. Olympio est beaucoup plus proche d'une tendance pacifique, de négociation, d'établissement d'un rapport. Et je crois d'ailleurs que dans tous nos pays d'Afrique, si on dépasse le cadre du Togo, l'opposition dure n'a jamais réussi à obtenir le pouvoir, puisque pour exercer le pouvoir, il faut le connaître. Or, quand on reste dans une branche dure, ça devient difficile. Alors justement, ça fait plusieurs années que l'opposition togolaise tente de parvenir à l'alternance. Peut-elle finalement y parvenir, Monsieur Dognon, tant qu'elle n'a pas obtenu les réformes institutionnelles pour lesquelles elle se bat depuis tant d'années ? C'est justement là la grande question, et c'est là tout l'enjeu en fait des prochaines élections d'ailleurs qui s'annoncent pour 2018. Et c'est ce qui explique tout ce soubresaut que nous sommes en train d'observer actuellement, parce que nous avons un parti qui est au pouvoir depuis 1967, depuis le père jusqu'au fils. Donc on se demande à quand le nôtre, à quand notre tour. Du coup, moi je trouve que l'opposition, et ça c'est une analyse personnelle, a fait son choix. Et il y a 3 ans, 4 ans, il y a 3 ans, a fait le choix en fait de rester dans l'opposition modérée, ce qu'ils appellent l'opposition constructive, et de jouer le jeu du partage du pouvoir avec l'actuel système en place, ce qui en temps se retourne d'une certaine manière contre eux, parce que on a parlé tout à l'heure du président Olympio et du président Fabre, tous de l'opposition, mais chacun d'une certaine manière essaie d'affirmer son leadership et se dit c'est mon tour. Donc une fois que... Justement, est-ce qu'il y a un leader charismatique capable finalement de rassembler cette opposition togolaise, Jean-François ? Moi, à mon avis, tout a été dit. Il n'y a pas de leader charismatique, en tout cas pas un seul aujourd'hui. Il y a 2 lignes qui s'affrontent. Moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'il n'y a pas de problème d'ordre institutionnel. La constitution togolaise existe, a prévu un certain nombre d'institutions, a prévu des modes de dévolution du pouvoir. En réalité, ce qui se passe procède d'une revendication du partage du pouvoir que l'on connaît bien sous nos tropiques en Afrique. Lorsque l'opposition n'arrive pas à obtenir le pouvoir par les urnes, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent à passer des accords, c'est-à-dire à passer sous les fourches codines et par derrière les électeurs pour pouvoir assumer un partage du pouvoir. C'est pas ça l'enjeu. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui, je crois qu'il est démocratique au Togo, c'est celui du rééquilibrage des circonscriptions et de la représentativité des différentes populations, si l'on tient compte du fait que l'opposition, qui a eu plus de voix aux élections législatives dernières, a eu moins de députés que la majorité. Ça, c'est une vraie question, et c'est une question qui n'est pas d'ordre constitutionnel, elle peut être résolue, même pas par la loi électorale, c'est une question de découpage électoral. Et le découpage électoral, c'est le ministère de l'Intérieur ou de l'administration du territoire qui le fait. Et ensuite, en un mot, par le biais de la législation, augmenter le nombre, d'ailleurs c'est une revendication de l'opposition, augmenter le nombre de députés, définir le nombre de députés par circonscription. Ça, c'est une vraie question. Tout le reste, ce sont des calculs politiques qui sont légitimes, après tout, parce que ce sont des acteurs politiques. Il faut bien qu'ils se défendent les uns par rapport aux autres. Merci. Ne leur jette pas la pierre. Merci Jean-François. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.